Comment je vous dirais bien ça? C'est une femme avec une histoire de vie enrichissante et c'est la preuve même du dicton quand on veut, on peut. Elle s'est oubliée pour les autres pendant plusieurs années et elle a suivi leurs conseils d'ailleurs sans vraiment écouter sa propre voix. Puis un beau jour, ben sa petite voix a commencé à prendre un peu plus de place puis elle s'est mise à crier tellement fort qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de l'écouter. Et elle a bien fait parce qu'aujourd'hui, elle est épanouie plus que jamais. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de jaser avec la charmante tête de cochon, Louise Drainville. Bonne écoute! Bonjour Louise, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de ma première saison au sein du podcast Tête de cochon. Je suis vraiment contente qu'on ait cette discussion-là ensemble parce que, étant donné qu'on a travaillé ensemble durant la dernière année, on avait eu l'occasion un peu, tu sais, d'en parler, de ton histoire, mais là, d'avoir cette possibilité-là d'approfondir puis de creuser cette transition-là, moi, je trouve ça complètement fascinant. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis bien contente qu'on puisse se jaser aujourd'hui. Ben merci Sandrine. Écoute, c'est un réel plaisir pour moi de participer à ton super beau projet de podcast des Têtes de cochon. Et je me sens vraiment choyée et privilégiée de pouvoir faire partie de cette belle aventure-là avec toi, puis de te raconter des petits bouts de mon histoire de Tête de cochon. Oh, j'adore ça. D'abord, faut commencer en expliquant un peu aux gens qui nous écoutent que à 48 ans, là, Louise, elle s'est dit, OK, ça suffit, il faut que j'effectue un changement de carrière dans ma vie. Et t'es passée de fonctionnaire au gouvernement fédéral à pigiste dans le merveilleux et fascinant monde de la télévision qui a beaucoup comment je dirais ça, c'est fascinant comme milieu, mais ça vient aussi avec des bémols, de l'instabilité, de l'incertitude, à plusieurs moments, disons. Mais premièrement, je te félicite d'avoir fait ce saut-là. Merci, merci. Je trouve ça super courageux. Mais je pense que pour comprendre tout ce cheminement-là, il faut qu'on retourne dans ton passé pour essayer d'illustrer là, le chemin qui t'a rendu jusqu'à cette transition-là. Fait que d'abord et avant tout, peux-tu nous parler justement un peu de ton parcours, là? Ton parcours professionnel? Parfait, avec plaisir. Oui, effectivement, comme tu dis, c'est un changement, un virement à 180 degrés que j'ai effectué sur le tard, mais partir de la stabilité à m'en aller avec de l'instabilité, de l'inconnu, c'était un gros changement, mais combien de bonheur j'en retire de ça, c'est extraordinaire. Alors, ben voilà un peu ma petite histoire. Ben, comme tu as dit, à Mhm. ce moment-là, j'avais 48 ans. Aujourd'hui, j'en ai Ouais, 51. Donc, moi, je suis née en 1970. Donc, en OK. 70, c'est une autre réalité comparativement à aujourd'hui, là. Tu sais, moi, j'ai Oui, ben ça a connu, évolué. oui, ça a évolué beaucoup, mais tu sais, moi, je suis née et la télévision en noir et blanc existait encore. Tu sais, juste pour te Hey! mettre en Ah ouais? contexte, là. OK! Oui, OK! OK. J'adore! Mon Dieu, ah ouais, encore? OK. Ah oui, nous, on Ça trahit avait, mon âge, là, c'est oui, clair. c'est ça. On avait une petite télé en noir et blanc dans la cuisine chez nous, puis on avait une télé en couleur dans le salon, là, qui était la OK. pièce familiale, mais dans la Mhm. cuisine, c'était une petite télé en noir et blanc. Alors, j'ai connu ça, donc tu t'imagines bien qu'il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de cellulaire, etc. Tu sais, Ouais. c'était une autre époque, hein? Mhm. Donc, moi, je suis née en 1970, comme je viens de dire, et mes parents, c'est des gens qui sont nés dans les années 30. Donc, qui ont connu l'emprise de la religion. Tu sais, mon père, lui, il vient de la génération des hommes qui n'embrassent pas ses enfants, qui ne dit pas de je t'aime, qui n'a pas de sentiments, qui ne peut pas pleurer, etc. Et ma Mhm. mère, ben, c'était une mère à la maison qui a arrêté de travailler le jour où elle s'est mariée et que son devoir de femme, ben, c'était de se marier puis d'avoir des enfants.
Donc, moi, j'arrive dans ce contexte-là. J'ai eu une enfance heureuse, normale, moyenne. J'ai jamais manqué de rien de bien physique. On avait des repas. Mon père nous a payé à ma sœur et moi, ma sœur qui est plus vieille, à ma sœur et moi, le collège privé. On a manqué de rien de matériel. Mais parce que c'était cette génération-là, ben, j'ai manqué beaucoup d'encouragement, de démonstration d'amour. Mes parents, ils m'aimaient, ils démontraient d'une certaine façon, mais moi, j'aurais aimé ça avoir des bisous, des câlins, des je t'aime, des mots d'amour. Et ça m'a vraiment beaucoup manqué. Ça a fait en sorte, je pense, que en vieillissant, ben moi, j'essayais d'aller chercher comme l'amour du monde d'une autre façon. Et quand j'étais jeune, ben il y avait toujours soit la radio ou la télé qui était allumée chez nous. Fait que moi, j'ai grandi beaucoup avec la télé, les Tannants, puis toutes sortes les beaux dimanches, la soirée du hockey, soirée canadienne le samedi soir avec des rigodons. En tout cas, j'ai grandi avec de la musique traditionnelle, la télé et de la musique en français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis une amoureuse de tout ce qui se fait ici au Québec. Ça vient probablement de là. Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là. Et assez jeune, j'ai développé tranquillement une fascination pour la télé. Tu sais, là, je sentais que ce milieu-là, c'était vraiment quelque chose qui m'appelait beaucoup, beaucoup. Le milieu du spectacle, la télé, il y avait une fascination pour ça. Fait que qu'est-ce qui est arrivé quand t'es allé au cégep? Parce que là, est-ce que tu t'es dirigé dans cette branche-là? Ben, tu sais, on se ramène milieu, fin des années 80, il n'y a pas d'Internet, tu sais. Moi, j'ai des parents, ma mère, comme j'ai dit, était à la maison, mon père, c'était un fonctionnaire provincial. Tu sais, j'avais pas de connaissances, je connaissais pas personne, je connaissais pas vraiment d'école. Je savais qu'il y avait Lionel Groux, mais qui était plus spécialisé en théâtre. Je connaissais pas du tout l'ATM à Jonquière. Je savais, à l'UQAM, je savais qu'il y avait un bac en communication, mais apparemment que tu sais, c'était très, très contingenté, c'était difficile de pouvoir rentrer. Puis moi, j'étais quelqu'un qui était, tu sais, qui se décourageait facilement. Tu sais, si on me dit, ah, ben, c'est difficile de rentrer, ben, je me dis, ah, ben, tu sais, je rentrerai pas. Tu sais, j'avais tendance à être comme ça. Tu sais, j'étais quelqu'un qui parlait pas plus haut, qui parlait pas fort. J'étais une enfant qui était très docile, mais ma mère était sévère. Fait que, tu sais, j'étais quelqu'un qui faisait pas de vagues. Tu sais, à l'école, je paraissais comme quelqu'un de fonceur parce que j'embarquais dans des comités puis j'organisais des trucs. Mais à la maison, c'est comme si j'étais la petite fille docile qui disait pas un mot plus haut que l'autre puis qui voulait pas trop demander de choses. Puis pour choisir le cégep, j'aurais aimé ça aller vers ce milieu-là de la télé, du spectacle, mais je ne savais pas où aller. Puis en même temps, je savais très bien que, tu sais, mon père, lui, c'était la philosophie, il faut avoir une bonne job dans la vie. Tu sais, les conditions, les avantages sociaux, quand tu as ça, c'est un gage d'un bon emploi. Tu sais, puis donc, je ne savais pas trop où aller. Puis là, ben, tu sais, pour moi, c'était un rêve, la télé, le milieu du spectacle, mais dans ma tête, c'était comme un rêve qui demeurerait un rêve. C'était comme inaccessible, là. Tu sais, je ne savais pas où aller, je connaissais personne, puis je me disais, si j'ai pas de contact, je pourrais pas me placer les pieds. Puis évidemment, ben, tu sais, l'entourage, c'est comme, ben, dans ce milieu-là, tout le monde crève de faim. Tu vas manger des toasts au beurre de pinot toute ta vie. Ça veut pas dire que tu vas avoir une job. Tu sais, j'avais pas d'encouragement pour réaliser mon rêve. Donc, j'ai décidé d'aller en technique de gestion hôtelière. Et la réaction de mon père, quand je lui ai dit que c'est ça que je voulais faire, ben sa réaction, ça a été ben, comment ça, tu iras pas à l'université comme ta sœur?
Puis là, j'ai fait non, ça me tente pas. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Fait que là, j'ai senti que mon père était un peu découragé, mais on a quand même fait l'inscription. Il a quand même payé les cours. Et puis, j'ai fait une année en gestion hôtelière et je tripais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais des super bonnes notes, j'étais super studieuse. J'ai vraiment tripé. Mais à ce moment-là, j'avais quelqu'un dans ma vie, j'avais un chum. Et ben lui, il trouvait ça le fun. Il voyait que j'étais heureuse, mais en même temps, j'avais plus ou moins d'encouragement. Lui aussi était un peu du genre à dire que c'est important d'avoir une bonne job. Puis dans ce milieu-là, c'est pas nécessairement évident de se placer les pieds. Puis j'avais pas vraiment d'encouragement. Euh, donc, après un an à écouter tout le monde autour de moi, ben j'ai comme quitté la technique de gestion hôtelière, puis je suis allée terminer mon cégep régulier pour me diriger après à l'université en administration. Puis quand je suis arrivée là, j'ai fait, mais qu'est-ce que je fais ici? En tout cas, j'ai mis 5 ans pour finir mon bac. Je suis passée d'un bac en administration à un bac par cumul de certificats parce que je ne voyais pas qu'est-ce que j'allais chercher en administration. Puis la raison pourquoi j'étais allée dans ce domaine-là, en administration, ben, c'est parce qu'encore là, on m'avait suggéré, on m'avait dit, ben, tu sais, dans le fond, si tu as un bac, tu vas pouvoir te placer les pieds plus facilement, tu vas avoir plus d'études, tu pourrais retourner peut-être au niveau dans le milieu de l'hôtellerie. Mais là, avec un bac, tu vas pouvoir peut-être être directrice de l'hôtel ou directrice d'un département, puis plus de possibilités. Puis, moi, je buvais les paroles des gens autour de moi, puis je disais, ah oui, c'est vrai, tu as raison, c'est une bonne idée. Fait que c'est pour ça que j'étais allée à l'université, en fait. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui... y- ta petite voix elle dit quoi, là? Parce que oui, il y a l'influence des autres, mais est-ce que tu as l'impression de t'écouter Ah non, ou... je m'écoutais pas. OK. Je m'écoutais pas du tout. Euh, c'est comme si, puis tu sais, même à l'université, c'est ça, j'ai mis 5 ans pour faire mon bac, mais sur les 5 années, il y a une année où j'ai arrêté complètement. Là. J'ai pris une session sabbatique parce que je savais pas qu'est-ce que j'étais en train de faire là. J'aimais pas ça. Puis je me suis dit, OK, je vais prendre une session pour réfléchir. Et dans cette session-là, j'avais été chercher de l'information pour faire un cours de maquillage professionnel parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi. Et je me disais, ben maquillage professionnel, ben moi, mon objectif, c'était pas de maquiller des mariés ou de faire de l'esthétique, c'était du maquillage télé. C'est Mhm. pour ça que je voulais faire ça. Et puis, j'étais allée m'informer. J'étais même allée un samedi matin à l'école avec mon chum. Puis là, il nous avait fait chacun un maquillage, moi un maquillage glamour, puis lui des cicatrices, puis tout ça, pour montrer un peu quel genre de maquillage il faisait. Et en sortant de là, moi, je trouvais ça extraordinaire, mais tu sais, c'était quand même coûteux. Puis là, ben, je me suis fait décourager encore, mais tu sais, c'est pas payant, c'est difficile de se placer, puis blablabla. Fait que finalement, j'ai mis ça de côté. Puis, je suis retournée à l'université l'année d'après, finir mon bac, parce que tout le monde me disait, mais là, Loulou, t'as la moitié de faite, voyons, tu peux pas arrêter, tu sais, lâche pas, blablabla. Fait que je suis allée finir l'université avec ben, pas vraiment d'intérêt, en fait. Là. Tu sais, je me laissais vraiment porter par l'influence puis les paroles des gens autour de moi. Euh, moi, je m'écoutais pas, tu sais, j'écoutais pas ma petite voix. Puis à ce moment-là, aussi pendant la période où j'étais à l'université, ma mère était tombée malade. Ma mère souffrait d'Alzheimer précoce. Et pendant mes années d'université, elle a été placée parce que mon père travaillait encore et puis là, ben, on ne pouvait pas la laisser toute seule à la maison dans le jour. Mon père travaillait, moi j'étais étudiante, ma soeur était partie de la maison, elle était en appartement. Euh, donc, c'était devenu trop lourd pour nous. Donc, ma mère a été placée dans un foyer. Fait que je vivais ça à la maison aussi. Fait que, tu sais, c'était un grand chamboulement. Tu sais, je me suis retrouvée un peu comme la femme de la maison
à 21 ans. J'étais avec mon père. On habitait tous les deux maintenant dans la maison familiale, ma mère placée. Puis moi, je devenais un peu comme la femme de la maison. Tu sais, je préparais les repas, j'essayais de faire l'entretien, mais en même temps, j'avais 21 ans, j'étais étudiante, j'avais un chum, je travaillais à temps partiel. Fait que, tu sais, il se passait beaucoup de choses dans ma vie. Fait que c'est comme si qu'est-ce que moi j'avais envie de faire, c'était pas important à ce moment-là. Finalement, je me suis rendue comme début trentaine, en assurance, un enfant séparé, monoparental. euh, puis une vie qui me satisfaisait pas. Tu sais, ma plus grande joie, c'était mon garçon à ce moment-là. Parce que sinon, mon travail, bof, c'était inintéressant. J'avais pas d'intérêt, pas de plaisir, pas de satisfaction personnelle. C'était un chèque de Mais paye déposé dans mon compte aux 2 semaines, c'était tout. C'était ça. c'est fascinant, là. Je veux dire, pendant 11 ans. Oui, oui, pendant 11 ans, j'ai fait ça. J'ai travaillé en assurance. Je suis partie de là, j'étais plus capable. Je pense que j'aurais accepté n'importe quel job pour partir de là. Je te jure, Sandrine, j'aurais fait n'importe quoi, je pense, là. Puis, il est arrivé une petite opportunité, une collègue de travail qui m'a dit, hey, je connais quelqu'un qui travaille au gouvernement, ça a l'air qu'il cherche quelqu'un, c'était proche de chez moi. Là, j'ai fait, ben, ça m'intéresse, tu sais, comme tout le monde, dans Rendu ma là. tête, rendu là, c'est comme puis moi, je me disais, comme tout le monde disait, une job au gouvernement, écoute, c'est le paradis. C'est les avantages sociaux, c'est les vacances, c'est le fonds de pension. Écoute, c'est le gros lot, là. Et ça a marché. Je suis rentrée, il y avait une petite ouverture par la porte d'en arrière du gouvernement, puis je suis rentrée dedans, puis je suis arrivée là. Au bout de 8 mois, j'étais permanente au gouvernement. Puis là, je pensais que, écoute, j'avais gagné la loterie de la vie, là, tu sais. Mais c'était beau, il y avait des beaux avantages, puis, mais la job, j'avais une belle équipe, des super collègues, mais la job comme telle, ça venait pas me chercher, c'était loin de moi, c'était bureaucratique, c'était encore là, pas de plaisir, pas d'intérêt, pas de satisfaction personnelle. C'était aussi un chèque de paye déposé dans mon compte aux 2 semaines. Sauf que ça m'a permis d'élever mon fils. Après ça, ben là, pendant ces années-là aussi, j'ai rencontré un nouveau conjoint. Ma fille est arrivée au monde. Ça nous a permis d'acheter une maison. Le gouvernement m'a permis quand même d'avoir des vacances payées, de pouvoir m'occuper de mes enfants, d'avoir un congé de maternité payé, plusieurs semaines de vacances l'été, donc éviter de les envoyer au camp de jour, euh, des journées de maladie pour rester avec eux quand il y avait une gastro, une otite. Puis de passer du temps avec eux. J'avais un horaire stable lundi au vendredi, 2 jours, fait que j'étais à la maison le soir pour souper, pour les devoirs, pour des activités, les fins de semaine, etc. Pour ça, c'était fabuleux. Mais comme pour moi personnellement, il n'y avait pas de satisfaction, là. Fait à 40 ans, j'ai eu vraiment. Puis là, tu sais, dans tout ça, je t'épargne plein de détails, là, mais tu sais, j'ai eu des relations amoureuses où j'ai pas été heureuse non plus. Euh, C'était pas des mauvais gars, mais c'était juste pas les bons pour moi. Euh, J'étais pas bien dans cette relation-là. J'étais malheureuse. J'ai eu des relations amoureuses qui ont fait de moi une femme malheureuse. J'étais pas bien. Puis, bref, ça allait pas bien là, dans ma vie à une certaine période. Là. Au travail, ça allait pas bien. En amour, ça allait pas bien. Euh, J'avais pas d'encouragement. Puis, tu sais, tout le monde me disait, mais t'as une bonne job, comment ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a qui marche pas? Tu sais, t'as des enfants, t'as une maison, t'as une bonne job. Oui, mais moi, mes rêves, mes aspirations, mes besoins, ils sont où là-dedans? Ils sont comblés comment? Ils n'étaient pas comblés. Et ça, ça me parlait de plus en plus fort. Tu sais, ma petite voix, là, elle criait fort, là. Oui, parce que c'est sûr que quand on comprend, puis les 11 années en assurance, les 11 années au gouvernement,
mais qu'au fond de toi, dans le fond, elle te parle, ta petite voix, mais tu décides de ne pas l'écouter, là, à un moment donné, c'est sûr que elle a dû se mettre à crier bien, bien fort, là, parce qu'elle devait plus Oui, être capable, là. Parce que, je veux oui, dire, c'était tout le temps les autres avant toi, finalement. oui, ça a toujours été ça. J'ai toujours laissé passer les autres avant moi. Puis, je te dirais que quand j'ai eu 40 ans, je travaillais au gouvernement à ce moment-là. Ça a résonné comme très, très, très fort là, dans ma tête. Là, j'ai fait comme 40 ans. Tu sais, on parle souvent de la crise de la quarantaine. Ben moi, j'en ai fait une crise de la quarantaine. Tu sais, j'ai réalisé, je me suis dit, OK, 40 ans, bon, selon les statistiques, je suis presque à la moitié de ma vie. Puis là, je regardais mon parcours, puis je me disais, est-ce que j'ai envie de passer les 40 prochaines comme je viens de passer les 40 dernières? Parce que, tu sais, à partir de la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, j'ai laissé beaucoup la place aux autres et je me suis oubliée. Fait que, tu sais, j'avais passé pas mal la moitié de ma vie déjà à faire, à pas être bien nécessairement, puis à pas me faire plaisir, Puis à pas t'écouter. à pas C'est m'écouter. ça. Fait que là, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de passer la deuxième moitié de ma vie comme ça? Là, j'ai fait non. Non, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. J'étais malheureuse en couple et j'étais malheureuse au travail, mais j'étais malheureuse en couple et là, ça, c'était vraiment plus grave que mon malheur au travail. Alors, j'ai décidé de me séparer à 40 ans. Et là, je suis partie avec mes enfants. Et ça a été une très, très bonne décision. Là, j'ai eu l'impression de m'écouter et de me faire plaisir. Euh, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'écouter beaucoup plus. En 2016, il y a une brique qui est tombée sur la tête un peu dans notre famille. Deux diagnostics de cancer à 1 mois et demi d'intervalle. Mon beau-frère, le mari de ma sœur, qui avait à ce moment-là 57, et mon père, qui avait un cancer lui aussi. Donc, ça a été vraiment une claque, excusez l'expression, sur la gueule. Et là, ben, évidemment, toute l'attention était sur leur santé à eux. Et là, ben, tu sais, ma sœur s'occupait beaucoup de son mari, évidemment. Donc, moi, je prenais le relais auprès de mon père. Puis là, ben, c'était les rendez-vous avec l'oncologue et puis la chimio, puis etc. Donc, pendant cette période-là, ça a été très, très difficile. Euh, Ils sont morts, mon père à la fin de 2017, mon beau-frère en janvier 2018. Donc, à peu de temps d'intervalle aussi. Et ça a été un élément déclencheur, je te dirais. Parce que de voir mon beau-frère qui travaillait chez Bombardier, qui avait une belle job, lui aussi, avec un fonds de pension, avec des vacances, avec des avantages, ben ça faisait en sorte que ça ne l'avait pas empêché de mourir puis d'avoir un cancer puis de mourir. Puis son fonds de pension, ben il en a jamais profité. Fait que là, je me disais, ça vaut quoi un fonds de pension dans la vie? J'avais un beau fonds de pension, moi aussi au gouvernement, mais je me disais, j'ai aucune garantie que je vais pouvoir en profiter. Peut-être que moi aussi, il va m'arriver quelque chose, puis je vais tomber malade, puis j'en profiterai pas de mon fonds de pension. Fait que ça a été vraiment un gros, gros élément qui a fait en sorte que, OK, il faut que je change quelque chose, là. La vie est courte. On ne sait pas qu'est-ce qui nous pend au bout du nez. Ça fait assez longtemps que je me mets de côté, que je m'oublie pour faire passer tout le monde avant moi. Il faut que je fasse quelque chose. Et mon père, en décédant, ben, comme on était juste deux filles, que ma mère était déjà décédée depuis plusieurs années, ben, ma soeur et moi, on était les deux héritières. Bon, mon père n'avait pas une fortune, mais bon, il avait un petit peu d'argent, puis une maison à vendre, puis à se splitter. Fait que j'ai décidé à ce moment-là que cet argent-là que je recevais, ben, c'était comme un cadeau du ciel. C'était un cadeau que mon père me faisait
puis là, je m'excuse si la voix tremble, mais ça me rend toujours un peu émotive. C'était un cadeau que mon père me faisait, une deuxième chance pour me faire plaisir. Alors, j'ai pris cet argent-là et j'ai décidé de prendre une année sabbatique au gouvernement et de retourner à l'école. Et là, j'ai fait des démarches. Grâce au gouvernement, on avait un service d'aide aux employés. Fait que je me suis dit, bon, ben, avant de partir, je vais profiter de ce service-là. Et il y avait un service d'orientation. Alors, j'ai travaillé avec un orienteur qui m'était fourni gratuitement par le gouvernement. Euh, Hey, et on en profite dans ce temps-là. on en profite dans ce temps-là. Fait que j'ai fait comme des tests de personnalité un peu, savoir vers quoi me diriger. Et il y avait beaucoup l'organisation qui revenait, le milieu artistique qui revenait. C'était très, très, très fort. Et fait que là, j'ai fait des démarches. Et j'hésitais entre le maquillage professionnel, dont j'ai parlé tantôt, ou l'événementiel. Évidemment, dans ma tête, moi, je rêvais toujours de télé, mais c'était encore pour moi inaccessible. Pour moi, c'était comme un rêve qui serait un rêve toute ma vie. J'avais toujours pas de contact. Puis là, je me disais, hey, là, j'ai 48 ans, je connais rien dans le milieu de la télé à part que de la regarder comme spectatrice, là. Je connais personne, j'ai pas de contact. Euh, Fait que pour moi, c'était inaccessible. Fait que j'ai fait des démarches pour trouver une école ou un prof de maquillage professionnel. Puis en même temps, je regardais au niveau de l'événementiel. Et là, j'ai vu Très Basse qui avait un cours en gestion d'événements et spectacles. Puis j'ai fait, c'est là que je veux aller. Mais j'hésitais entre les deux. Alors, je me suis payé un cours de maquillage professionnel avec un prof privé et j'allais à Très Basse en même temps. Et quand je me suis inscrite à Très Basse, je suis allée rencontrer le directeur de l'admission. Et puis là, ben, moi, ma première question, c'était, est-ce que je suis trop vieille pour arriver dans ce milieu-là? Je connais rien. Je connais absolument rien. Là. Je ne sais pas c'est quoi les métiers possibles là-dedans. Je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire exactement, mais je voulais travailler à la télé. Et j'avais souvent dit dans ma vie que je passerais la mop. J'étais prête à faire n'importe quoi. Je voulais juste être dans ce milieu-là. Puis, quand j'ai posé la question, bon, au directeur de l'admission à Très Basse, si j'étais trop vieille, il m'a dit non. Parce qu'il dit, dans le fond, ton expérience que tu as chez tes anciens employeurs, dans ton ancienne vie, ben ça, c'est pas perdu. Tu as de la maturité, tu as de l'expérience de travail, euh, puis il dit, c'est sûr que ça va te servir. Fait que non, il n'y a pas d'âge pour arriver dans ce milieu-là, puis tu n'es pas trop vieille. Fait que j'ai fait, OK, parfait, je m'inscris maintenant, combien je dois, puis quand est-ce que je commence. Et donc, à l'automne 2018, j'ai commencé et mon cours de maquillage et Très Basse. Et là, oh mon Dieu, j'étais tellement heureuse, Sandrine, ça n'avait aucun sens. De un, je travaillais plus. J'avais commencé mon année sabbatique. Alors, j'étais à la maison. Je faisais mes devoirs de maquillage. J'ai appris beaucoup de dessins. En tout cas, on a commencé vraiment à la base. Fait que je faisais comme mes petits devoirs que mon prof me donnait. J'étudiais mes cours à Très Basse. Et là, je me sentais vraiment là, autour de mon X. Là. Je ne savais pas trop c'était quoi mon X dans ce milieu-là, là, mon poste, ma fonction, mais je savais que j'étais dans le cercle de mon X. Là. Et j'étais tellement heureuse. Là, vraiment, là, je me sentais revivre. J'avais l'impression que j'avais trouvé ma place. Et je me suis rendu compte, après un certain temps, que le maquillage professionnel, je trouvais ça hyper intéressant, mais finalement, c'était pas pour moi. Je me trouvais pas bonne, puis c'était pas une réelle passion. Alors, j'ai mis ça de côté. Mais l'événementiel, ça, je trouvais ça super trippant. On avait un projet dans un cours où on devait monter un spectacle au complet. On partait de rien. On n'avait pas de budget, pas de salle, pas d'artiste. Puis il fallait monter un spectacle. Puis c'était comme notre travail de session. Et j'ai tellement tripé à faire ça. J'étais là, oh mon Dieu, je veux faire ça toute ma vie. Mais je continuais encore à rêver de la télé. Et dans le courant de l'été,
2019, ben là, à un moment donné, j'ai vu passer une annonce que la Voix cherchait des gens pour accueillir les candidats lors des pré-auditions. Et là, je me suis dit, mais la Voix, ça, c'est de la télé. Il faut absolument que j'aille faire ça. Et puis, donc, j'ai appliqué, ils m'ont accepté. Et puis, quand je suis arrivée là, bien évidemment, j'étais comme la plus vieille, là. C'était toutes des jeunes, tu sais, qui avaient comme dans la vingtaine, début trentaine. Et puis, là, j'écoutais les gens parler un peu leur parcours, les études, et puis les gens, les employés qui étaient là, qui nous expliquaient un peu c'était quoi nos tâches, puis les différentes fonctions. Quand j'ai compris qu'eux avaient commencé aussi dans des fonctions semblables, puis que maintenant, ils étaient coordos, là, j'ai fait comme, ben, peut-être que ma chance, elle est ici. Alors, ça a été ma première expérience. Et quand je suis arrivée là, les premières journées, là, moi, je tripais. Là. Tout le monde, là, je leur posais toutes les mêmes questions. Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton parcours? C'est quoi ta fonction? En quoi tu as étudié? Comment tu as fait pour te rendre ici? Je voulais tout connaître, tout savoir. Là, j'étais vraiment émerveillée. Là, comme un enfant dans un magasin de bonbons. Là, le rêve devenait réalité tranquillement pour moi. Là. Et depuis ce temps-là, ben, ma vie, c'est devenu un rêve. Oh, wow! Mais C'est ça, c'est mon. En fait, c'est ça. L'histoire de ma vie, mon parcours. Je m'excuse, ça a été parsemé de beaucoup de détails, d'événements, mais en fait, c'est ça. J'ai rêvé de ça toute ma vie, puis j'ai réussi à y arriver. Puis je vais te dire, la première fois qu'on m'a demandé de passer la mop dans le studio, écoute, j'ai passé la mop là, avec le sourire aux lèvres, en repensant à toutes les fois où j'avais dit je passerais la mop dans un studio, ça me permettait de travailler à la télé. Et à chaque fois, depuis ce temps-là, ça m'est arrivé quelquefois là, de passer la mop dans des studios là, en tant qu'assistante de production. À chaque fois, je la passe avec le sourire. Parce que je repense à ça, puis je me dis, ben, c'est comme si je réalisais un rêve. Mais ouais, c'est quand même drôle, tu sais, parce que souvent quand quand on rêve à ce milieu-là, on se dit ah moi je vais servir le café, tu sais. Mais toi c'était comme non non moi je veux passer la mop. Mais tu sais, c'était pas un souhait, c'était juste parce que je me disais, j'étais tellement prête à faire n'importe quoi pour accéder à ce milieu-là que je me disais, la pire chose qui peut arriver, mais c'est de passer la mop. Il n'y a personne qui aime ça, passer la mop. C'est pas le fun. Là, mais je me disais, si ça me permettait de rentrer à la télé, je le ferais. C'est dans ce sens-là que je disais ça. T'sais. Mais là, ça me fait sourire à chaque fois. Maintenant, quand on me dit, ah, Louise, tu veux-tu aller nettoyer le studio? Parfait. Puis je le fais en riant, puis je chantonne dans ma tête, puis je me dis, ah ben, je réalise mon rêve. T'sais. Bon, aujourd'hui, Oh. le rêve a changé, là, mais c'est ça. Mais écoute, je regarde en arrière de moi maintenant, puis je me dis, mon Dieu, j'ai tellement perdu entre guillemets d'années, mais je me dis que en fait, je les ai pas perdus. Comme je te disais, d'avoir eu des emplois stables, des fameuses bonnes jobs, ben ça m'a permis justement de me placer les pieds, d'acheter mon condo, d'avoir un toit sur la tête, de payer mes études, mon prêt étudiant, d'élever mes enfants, d'avoir des vacances, etc. Fait que je me dis, bon, ben dans le fond, il fallait que je passe par là pour y arriver aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ça fait en sorte que j'apprécie probablement encore plus qu'est-ce que je fais. Moi ce que j'en comprends de ton histoire, c'est que ta tête de cochon a tout le temps été là, mais c'est que la voix des autres, l'influence des autres, puis le besoin de faire quelque chose, d'avoir une bonne job avec des gros guillemets, puis tu sais, ça a toujours pris la place, fait que t'as pas eu la possibilité de réellement t'écouter, mais au fond de toi, là, tu le savais, mais
t'as comme pas eu les poussées, les tapes dans le dos, tu sais, qui t'auraient permis peut-être de faire ça plus tôt. Mais justement, est-ce que dans cette fameuse transition-là, est-ce qu'il y a des gens qui te viennent en tête que tu as eu l'impression qu'ils t'ont guidé ou aidé? Tu sais, je pense entre autres à l'orienteur qui, lui, c'est comme on dirait que c'est un des seuls dans ton histoire qui a fait, ben oui, tu peux y aller même si tu as 48 ans, tu as de l'expérience. Tu sais, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que ta sœur t'a épaulé là-dedans? Est-ce que tu t'es senti épaulé ou t'as juste comme, t'as fait, OK, non, moi, je dois m'écouter, puis que j'ai de l'aide ou pas, c'est ça que je fais. Ben, je te dirais que mes enfants étaient contents pour moi, ils comprenaient pas trop, mais en même temps, au moment où j'ai fait ce changement-là, ben, tu sais, ils étaient presque adultes. Donc, tu sais, ado avancé quand même, en âge de comprendre. Et mes enfants, ils m'encourageaient parce que mes enfants, ils m'ont vu euh, souvent pleurer de découragement. Ils m'ont entendu répéter, je ne sais pas combien de fois, à quel point j'haïssais ma job. Ils m'ont vue malheureuse souvent. Donc, ils comprenaient mon changement. C'est sûr qu'ils s'inquiétaient beaucoup. Tu sais, ben là, maman, si tu ne vas pas travailler pendant un an puis tu retournes à l'école, on va vivre de quoi, là? Tu sais, on va-tu avoir de la nourriture sur la table ou il va falloir qu'on aille quêter, là? Tu sais, ça, c'était une inquiétude, mais ils savaient à quel point j'étais pas bien dans ma vie, dans ma situation, qu'il fallait que je fasse un changement. Donc, eux, ils m'encourageaient. Puis en même temps, ben, moi, je trouvais ça le fun de retourner à l'école parce qu'on était 3 étudiants à la maison. Fait que là, on se parlait de nos examens. Puis, tu sais, moi, je trouvais ça le fun parce que j'étudiais avec des jeunes qui avaient presque l'âge, ben, un peu plus vieux en fait que mon fils, tu sais. Fait que je trouvais ça très rigolo, mais tu sais, on était comme dans un même mood. Des fois, on était les 3, on étudiait chacun dans notre coin de la maison, puis j'avais l'impression comme un peu de me rapprocher de leur vie, puis ça créait d'autres liens. Donc, j'avais l'encouragement du côté de mes enfants, mes amis beaucoup. Mes amis savaient à quel point je détestais mon travail. Quand j'avais des soupers de filles avec mes amis, ben, c'est quelque chose qui revenait souvent. Que j'haïssais ma job, puis que j'étais tannée, puis que j'aimerais ça faire autre chose, mais que je pouvais pas parce que j'étais toute seule, puis il fallait que je rapporte de l'argent de l'eau au moulin, de l'argent, de la bouffe sur la table, etc. Euh, Même ma famille, ils ne savaient pas à quel point j'étais malheureuse dans ce que je faisais. T'sais, on se voyait dans des rencontres familiales. Ah, puis ta job, ça va-tu bien? Puis moi, c'était tout le temps, oui, oui, je suis toujours au gouvernement. Puis c'est correct, mais tu sais, je ne parlais pas nécessairement du fait que j'étais malheureuse dans mon travail. Donc, eux, ils ne savaient pas, mais quand je leur ai dit que je faisais un changement à 180 degrés, ben, j'avais beaucoup d'encouragement aussi. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? À quoi tu aspires justement dans ce milieu-là qui te fascine depuis que t'es haute comme 3 pommes? Ben, je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire à la télé. Moi, je me considère encore en apprentissage, en exploration. Ça va faire 2 ans à l'automne euh, que j'ai eu mes premières expériences à la télé. Je ne sais pas exactement. Je te dirais que j'aime beaucoup l'adrénaline d'être proche de la scène ou d'être en studio quand ça tourne. Ça, je trouve ça vraiment tripant. Mais je réalise à quel point tout l'aspect d'organisation, c'est quelque chose que je trouve tripant aussi, là. Donc, je ne sais pas trop encore. Moi, je me dis qu'à l'âge de 65 ans, je vais probablement prendre ma retraite. Donc, c'est dans 14 ans. J'aimerais ça les 5 dernières années de ma carrière en télé, je sois rendue sur mon X, sur mon poste de rêve.
mais je ne sais pas exactement c'est quoi cette fonction ou ce poste-là. Fait que je me dis, j'ai encore 9 ans devant moi pour continuer à explorer, pour essayer différentes fonctions, puis de trouver quelle sera la mienne. Puis les 5 dernières années, ben, je savourerai le fait d'être sur mon X à moi. Puis après ça, ben, je pourrais prendre ma retraite et j'aurai la satisfaction d'avoir battu mon record de 11 ans en assurance au gouvernement et je pourrais dire, quand je serai vieille, que moi, ma carrière, je l'ai fait en télé parce que j'aurais fait 15 ans de télé au lieu de 11 ans. Donc, ça sera mon plus long, ma plus longue carrière. Alors, je pourrais dire que j'ai travaillé en télé toute ma vie. Oh, j'adore ça! J'adore vraiment ça. Ben là, moi, ce qui m'intrigue, c'est que justement, la stabilité, la belle job, la ci, le ça, parlons-en de ta nouvelle réalité. Comment tu trouves ça? Oui, tes enfants sont encore euh, sont plus vieux maintenant, ils ont une certaine autonomie et tout ça. Mais c'est ça, tu sais, à quoi là, t'es confronté présentement qui te sort un peu de ta zone de confort parce que t'as plus la stabilité puis tout ça là, qui vient avec? Ben, écoute, c'est sûr que mon plus grand défi en ce moment, c'est financier. Parce que justement, tu sais, avant, j'avais un salaire fixe qui était déposé dans mon compte à toutes les 2 semaines avec des vacances payées. Donc, même si j'étais en vacances, ben, il y avait de l'argent qui rentrait quand même. Des avantages sociaux, hein, le régime d'assurance, etc. Alors que maintenant, ben, pigiste, si je travaille pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. J'ai plus d'assurance. Donc, ça, c'est mon plus grand défi à l'heure actuelle. Et on s'entend que le salaire que je fais en ce moment comme pigiste, comme assistante de production, ben c'est pas le salaire que j'avais au gouvernement. Soit dit en passant, j'avais pas un salaire faramineux. Là, je gagnais pas une fortune au gouvernement, mais j'avais quand même un salaire qui était plus élevé que ce que j'ai en ce moment. Donc, ça, c'est mon plus grand défi à l'heure actuelle, d'essayer d'arriver, puis j'y arrive bien, là, j'ai pas de problème, là, mon frigo est rempli, puis je paye mes comptes, là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais c'est sûr que c'est pas les mêmes revenus, c'est sûr que c'est instable, c'est sûr que pour avoir de l'argent pour payer mes comptes, puis payer un peu de luxe, des restos, des sorties, etc. Ben, je travaille plus que mon 37 heures et demie que je faisais au gouvernement. C'est des longues journées, souvent 10 heures. Des fois, je fais des 50, 60 heures semaine, mais je tripe beaucoup, beaucoup dans ce que je fais, alors c'est pas grave. Euh, c'est sûr que ça fait en sorte que je suis beaucoup moins présente aussi à la maison. Donc, ça, c'est un nouveau défi. Avant, je travaillais de 8 à 4. Donc, à 5 heures, j'étais à la maison pour toute la soirée, mes week-ends à la maison. Donc, ça change. Mon fils est en appartement maintenant, mais ma fille ben, habite toujours avec moi, mais elle est rendue à 17 ans, presque 18. Et ben, elle est à l'âge où finalement elle est contente que maman arrive tard puis qu'elle est toute seule à la maison. Fait que, tu sais, c'est sûr que je suis moins présente, mais ça arrive dans une période où, ben, elle, ça fait son affaire. Puis, tu sais, même quand je suis à la maison, ben, elle est adolescente, alors elle est beaucoup dans sa chambre, sur son ordi, puis, tu sais, on n'a pas tellement de conversation parce que moi, je suis plate et je suis vieille et je comprends rien de sa réalité. Et puis, c'est normal, elle est adolescente. Donc, tu sais, en quelque part, le timing ne pouvait pas être mieux que ça, je pense. Fait que Fait que, oui, c'est différent de mon ancienne vie, c'est une autre réalité, mais en même temps, c'est parfait comme timing. Donc, euh,
tu sais, le plus grand défi, comme je te disais, c'est de trouver du travail. C'est l'incertitude, en fait, là. C'est financier, oui. Et financier, ça vient avec l'incertitude, hein. Tu sais, mettons que je travaille sur un contrat qui dure 3-4 mois. Bon, ben, quand on approche la fin de ce 3-4 mois-là, puis que je vois que le mois d'après, il y a pratiquement rien dans mon agenda, mais c'est sûr qu'il y a un petit stress qui commence à m'habiter un peu pour dire, bon, ben, OK, là, tel projet, ça finit à la fin du mois. Le mois prochain, à date, j'ai rien. Mais je réalise que, ben, il y a toujours quelque chose qui arrive. Puis, tu sais, dans les dernières années, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur moi. Euh, Avec tout ce qui m'est arrivé, tu sais, la maladie, tu sais, plein la maladie dans ma famille, je parle, puis des mauvaises relations amoureuses. J'ai fait beaucoup de lectures, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Ça a fait partie un peu de ma crise de quarantaine, là, de m'amuser, oui, de sortir, de changer de vie, mais de travailler beaucoup sur moi. Et j'ai compris qu'il fallait faire confiance à la vie. Puis maintenant, mon mot à moi, mon mot d'ordre, c'est confiance. Donc, quand je regarde mon agenda le mois suivant où il n'y a rien, ben, je me dis confiance. Fais confiance, Loulou, il va se passer quelque chose, le téléphone va sonner, tu vas recevoir un courriel. Et puis, c'est toujours ça qui se produit. C'est ça que je me rends compte. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Puis à chaque fois que j'ai une petite inquiétude, c'est drôle, le lendemain ou quelques jours après, il y a un courriel qui rentre, il y a un appel, Louise, on fait tel projet, t'es-tu libre, on aimerait ça t'avoir, puis mon agenda se remplit toujours. Puis des fois, il se remplit trop. Ça fait en sorte que j'ai des mois chargés, mais c'est correct. Je le prends, puis Écoute, moi, je me rejoins beaucoup dans ce que tu dis, dans le sens où euh, de faire ce choix-là, d'être dans ce milieu-là, ça demande énormément de lâcher prise et de confiance en ses capacités, de confiance en la vie en général. Puis, je trouve ça beau parce que moi, je tends vers ça beaucoup. C'est pas évident. Moi, je suis un peu à l'opposé. Là. Je suis comme, on est un peu en début de carrière, mais on n'a pas exactement le même âge. Mais tu sais, il y a quelque chose de très déstabilisant là, de pas savoir ce qui s'en vient, mais en même temps, il y a quelque chose de vraiment trippant parce que cet inconnu-là peut te guider dans des endroits où tu n'avais pas prévu, des équipes où tu pensais jamais travailler. Fait que je trouve ça beau, puis je trouve ça rassurant, en fait, de savoir que des fois, on se sent tellement tout seul, puis je vais-tu travailler, est-ce qu'ils vont me rappeler, tout ça? Mais finalement, on est tous dans le même bateau, tu sais, fait que des fois, on dirait que de se le rappeler que on a tous nos moments d'incertitude, mais on envoie ça dans l'univers, on fait confiance. Puis, vois-tu, c'est exactement ce qui m'est arrivé dans les derniers mois, là, cette espèce d'incertitude-là. Puis à un moment donné, je dis à mon chum, je dis, bon, c'est ça. Écoute, moi qui pensais que tout allait débouler en même temps, ben là, c'est pas compliqué. C'est le calme plat, il se passe rien. Ben le lendemain, tout a déboulé. Tu sais, fait que hmm, des fois, on a juste à brasser un peu l'univers, puis là, oh, ça nous retombe dessus. c'est ça, exactement. Tu sais, je te dirais que c'est sûr que quand la pandémie est arrivée, moi, je me suis effondrée en larmes parce que à ce moment-là, j'avais 9 jours 9 crédits actifs, 9 jours de travail comme assistante de production. Je venais de commencer, là, tu sais, c'était tout nouveau pour moi, là. Et là, la pandémie est arrivée, puis j'avais des projets là, qui devaient continuer ou qui devaient débuter prochainement. Et puis là, tout arrête. Hein, il y a plus de tournage. Le Québec est sur pause. Le monde entier est sur pause. Et là, je me suis effondrée, puis j'ai fait, je peux pas croire que ça s'arrête là. Que j'ai rêvé à ça toute ma vie, que enfin j'ai les pieds dedans. J'ai réussi à ouvrir la porte, à pousser la porte, à rentrer dedans, à être là et que une pandémie arrive puis que mon rêve s'écroule. J'étais vraiment dévastée. Puis après ça, je me suis dit non, ressaisis-toi, Loulou, c'est pas vrai
que tu as fait tout ce chemin-là pour que ça s'arrête maintenant. Confiance à la vie. Il va se passer quelque chose. Et puis après ça, là, j'ai fait comme tout le monde. Tu sais, je restais chez moi, puis je regardais des films, puis mon fils n'était pas parti en appartement encore à ce moment-là. Donc, on était les trois à la maison, on jouait à des jeux de société, puis on regardait des films, puis les jours passaient tranquillement comme tout le monde. Puis à un moment donné, il y a un courriel qui est rentré, on m'offrait quelque chose. Puis là, j'étais là, parfait, j'y vais, peu importe. Puis ce qu'on m'offrait, c'était un poste pour aller désinfecter un studio. Et là, dans ma tête, je me suis dit, écoute, moi, je vais aller désinfecter à la brosse à dents s'il faut, si ça me permet de retourner travailler en télé, puis de ne pas être obligée de retourner au gouvernement, parce qu'à ce moment-là, j'envisageais presque de retourner au gouvernement, parce que en ce moment, je suis encore sur la liste des employés, si on veut, au gouvernement. J'ai comme renouvelé année sabbatique après année sabbatique, là, mais je n'ai pas quitté complètement le gouvernement. Donc, quand la pandémie est arrivée, je me suis dit, est-ce que je vais être obligée de retourner? Puis là, je me disais, non, 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 il faut qu'il se passe quelque chose. Et puis, j'ai décidé de faire confiance et c'est ce qui est arrivé. Il y a un contrat qui est arrivé. Et puis là, j'ai travaillé. Puis après ça, mon nom s'est rendu à une autre boîte de production. Puis là, ben, eux, ils m'ont engagé. Puis après ça, mon nom a voyagé. Et depuis le début ou presque de la COVID, depuis que les tournages, en fait, ont repris pendant la pandémie, ben, j'ai travaillé comme jamais. Fait que, dans le fond, j'ai possiblement travaillé plus grâce à la pandémie que s'il n'y en avait pas eu. Fait que, C'est fou, hein? oui, parce que, comme je te dis, quand la pandémie est arrivée, oui, j'avais des contrats, mais tu sais, pas tant. Puis, une fois que ces contrats-là auraient été terminés, je ne sais pas qu'est-ce qui se serait produit après, mais grâce à la pandémie, finalement, j'ai travaillé tellement, mais j'ai rencontré tellement des gens extraordinaires, j'ai travaillé sur plein de projets, je me suis promenée à travers la ville, je découvre des quartiers de Montréal que je ne connaissais pas parce que ça m'amène à travailler dans ces coins-là. C'est fou tout le monde, toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis un an, puis toutes les différentes tâches que j'ai faites, puis je trouve ça fascinant. Je me considère tellement chanceuse et privilégiée d'avoir pu continuer à travailler. Je sais que c'est une année qui est extrêmement difficile pour plusieurs personnes. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ont perdu leur emploi. Et, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Mais moi, ça a été honnêtement, vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi, là, parce que ça m'a permis de me faire connaître et de travailler, puis de continuer à réaliser mes rêves, mon rêve. Et puis, ben, à partir de l'automne, ben, même à la fin de l'été, je vais avoir des fonctions différentes. Je vais entrer dans le bureau de production comme adjointe de production. Alors, ça va être un nouveau défi. Je vais passer du côté un petit peu plus bureau organisationnel d'émissions de télé. Ça, j'ai très, très hâte. Puis, je me dis, bon, ben, je continue mon apprentissage, puis je vois qu'est-ce qui se fait comme fonction à la télé. Puis, ben, peut-être que ça va m'aider à pouvoir déterminer quel sera mon X dans les prochaines années. À Bien, suivre. c'est certain que je pense que de ce qu'on peut en comprendre, c'est que depuis que tu as mis le pied dans un studio de télé, autant avec la mop des mains que le désinfectant, ça fonctionne, puis là, t'es juste, j'apprends, je profite de ça, puis après ça, je pense que la vie va te guider où tu dois aller, là, elle l'a déjà bien fait, en tout cas, depuis que t'es dans ce milieu-là, puis depuis que tu t'écoutes, je pense que tu t'es pas trompé, fait que bravo, c'est super. Je suis tellement Merci. contente pour toi, là, vraiment, c'est super inspirant. J'ai le goût de terminer ça avec mon petit segment final. Oui. Je t'explique, toutes mes merveilleuses invitées de la saison 1 devront répondre à ces questions-là. OK. Et ça s'appelle « Les 3 petites questions ».
OK. Donc, trois petites questions, trois petits cochons, tête de cochon. Je me suis dit, ouais, on est festif, on trouve un petit nom bien le fun, puis on termine avec un trio de questions pour conclure notre entretien ensemble. Puis la première va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Qu'est-ce qui fait de moi une tête de cochon? Ben, je te dirais que c'est d'avoir jamais lâché le morceau. Même si je me suis pas toujours écoutée, même si j'ai beaucoup écouté ce que les autres pensaient, j'ai toujours gardé en tête mon rêve, mon idée, mon désir de travailler en télé. Et puis, le jour où j'ai pris le contrôle de ma vie, puis que j'ai arrêté d'écouter les autres, puis que je me suis mise à m'écouter moi, ben j'ai décidé de faire en sorte que ce rêve-là se réalise. Donc, puis je te dirais que à plusieurs reprises, je me suis, tu sais, dans ce que j'ai réalisé dans mon parcours, même si je faisais un travail qui ne m'amusait pas, puis ne faisait pas en sorte que je pouvais m'épanouir, j'avais des à côté où j'utilisais ma tête de cochon pour réaliser des projets. Tu sais, quand j'ai décidé que je voulais monter mon premier spectacle pour mes 30 ans, ben, tu sais, les gens disaient, ben, pourquoi tu veux faire ça? Ben, parce que en dedans de moi, c'était important, parce que j'avais envie de le faire. Puis je me suis dit, tant pis ce que les autres en pensent, moi j'ai envie, puis je me fais plaisir, je vais avoir 30 ans, c'est mon cadeau. Euh, donc, j'ai fait des démarches, puis je l'ai réalisé, puis après ça, j'en ai fait deux autres. Puis quand j'ai, à Trébasse, quand on a fait le projet où il fallait qu'on monte un spectacle, ben j'ai sorti ma tête de cochon parce que moi, j'avais trouvé une salle de spectacle que je voulais qu'on utilise. On voulait qu'on fasse, je voulais qu'on fasse notre spectacle là-bas, mais l'école ne nous donnait pas de budget. Il fallait trouver des commanditaires, puis il fallait trouver de l'argent. Et puis, la salle était trop chère et l'école, le directeur de l'école ne voulait pas qu'on fasse le spectacle-là. Et moi, j'ai dit, c'est hors de question qu'on fasse le spectacle dans une autre salle que celle-là. Et j'ai rappelé la salle et puis j'ai vendu ma salade et finalement, ils ont baissé leurs tarifs. On a eu la salle à presque moitié prix du tarif Quoi? du début. Et là, j'ai avisé mon prof. Puis là, mon prof, il a fait, bon, OK, je pense que vous allez être capable de vous débrouiller avec la vente des billets pour payer ça. C'est correct. Faites-le. Fait que, fait que, J'adore cette anecdote! fait que ça, je pense que c'est une belle anecdote de tête de cochon aussi. Vraiment, j'adore. D'ailleurs, dans la même lignée, mais si on pense justement aux autres têtes de cochon qui nous écoutent, là, en quelques mots, ça serait quoi leur conseil que tu leur donnerais? Ben écoute, ça va paraître très bizarre comme conseil parce que c'est pas ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Mais maintenant, mon conseil à tout le monde, c'est d'écouter la petite voix qui nous parle à l'intérieur. Je sais que moi, longtemps, je l'ai pas écouté. Puis, mais je sais aujourd'hui que notre petite voix à l'intérieur de nous, elle sait ce qui est le meilleur pour nous. Elle sait ce qu'on a de besoin. En fait, notre petite voix à l'intérieur de nous, c'est notre meilleur ami dans la vie. Donc, c'est super important de l'écouter. Et si j'avais un conseil à donner à tout le monde, tête de cochon ou pas, c'est de s'écouter et non pas d'écouter les autres. Les autres, ils veulent notre bien, ils pensent que c'est bon pour nous, mais ils savent pas, ils connaissent pas nécessairement le discours de la petite voix qui parle à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est notre meilleur allié. Alors, le conseil que j'ai à donner, c'est de s'écouter. J'adore ça.
en terminant, tu nous l'as dit un peu tantôt, puis là, mais là, je veux ben pas que tu nous le répètes, mais que tu t'ouvres à nous pour la dernière question. Qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? Qu'est-ce que ma tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? C'est quoi les projets, là, Les qui... projets, ou, tu sais, ça peut être autant un projet que, dans le fond, ton évolution, là. Tu sais, là, tu l'as retrouvé, t'as retrouvé ta voix, t'as retrouvé le moyen de t'écouter. Mais là, c'est quoi qui s'en vient? ben, ce que j'ai envie qui se passe dans les prochaines années, ce que j'ai envie de montrer aux gens, en fait, c'est que ben, il n'est jamais trop tard. Tout peut se réaliser, tous les rêves peuvent se réaliser dans la vie. Puis j'ai envie de montrer à tout le monde que même si j'ai pris du temps avant de changer ma vie, avant de m'écouter et avant de me faire plaisir, ben cette fois-là, je ne me suis pas trompée. Je vais réussir. Comme j'ai dit, je ne sais pas exactement dans 10 ans exactement où je vais être. Je ne sais pas qu'est-ce que ce sera mon X, ma fonction, mon poste, mais je sais que j'ai une belle carrière devant moi, que j'ai plein de choses qui s'en viennent. Puis, ben, un jour, les gens vont dire Wow! Puis je vais être rendue à une place où ben, je vais être reconnue par tout le monde. Euh, Puis peut-être que ce, ce poste-là fera en sorte que un jour, j'irai chercher un vrai trophée, puis ça sera une vraie équipe que je vais remercier lors d'un gala X. Puis au lieu de tenir une brosse à cheveux dans mes mains, ben, ce sera un trophée, puis ce sera des gens réels qui existent et qui seront dans la salle à qui je dirai merci. Ben voyons. C'est donc ben beau. J'ai le goût de pleurer. My God! Amenez-moi des Kleenex! Wow! Merci tellement, Loulou! Oh, hey, merci à toi, Sandrine. Merci. Oh, merci. quel beau moment! J'espère tellement que ça va pouvoir en inspirer plus d'un, puis je réalise que peut-être que je pense que c'est une affaire de génération aussi. Il y a quelque chose de... je sens qu'il y en a plusieurs dans ta génération qui se sont pas nécessairement écoutés, mais que ça prouve juste qu'il est jamais trop tard, puis de la petite voix, il faut juste l'écouter, fait que c'est... Puis je pense que ça peut inspirer aussi des plus jeunes, tu sais, qui savent pas trop où ils s'en vont, puis, mais en même temps, c'est parce qu'ils font fi de leur petite voix, mais s'ils l'écoutent, ils se tromperont pas. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager tout ça. J'espère que ça va plaire à nos auditeurs autant qu'à moi. J'ai passé vraiment un merveilleux moment. Ben merci Sandrine. Écoute, j'espère que effectivement, si ça peut inspirer une seule personne, je vais être vraiment très, très heureuse. C'était un plaisir pour moi de vous partager mon histoire parce que je me rends compte depuis les dernières années, les derniers mois, en fait, que quand je raconte sommairement mon histoire, les gens trouvent ça inspirant, puis les gens me disent bravo, puis tu sais, pour moi, ça me fait réaliser que c'est un grand saut dans le vide que j'ai fait, mais c'était quelque chose qui était très, très fort à l'intérieur de moi. Puis aujourd'hui, j'en suis très fière. Je suis très heureuse. Je me sens très épanouie. Et ben, je suis contente de pouvoir le partager. Puis c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Alors, merci de m'offrir cette belle opportunité-là. Pour en savoir plus sur le podcast et pour ne rien manquer des nouveaux épisodes, suivez-nous sur Instagram et Facebook au têtedecochon.podcast. Vous retrouverez tous les balados sur les grandes plateformes d'écoute. Merci d'avoir été là. À bientôt!